Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a observé une minute de silence et s'est recueilli à la mémoire des martyrs des événements du 17 octobre 1961. Étaient présents lors de ce recueillement de hauts responsables et conseillers à la présidence de la République. Message du président de la République au peuple algérien à l'occasion de la Journée nationale de l'immigration, une journée qui marque le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Et puis nous reviendrons sur la visite officielle du président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, hier en Algérie, une visite durant laquelle il s'est entretenu avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous vous proposerons par la suite le portrait d'une figure emblématique de la lutte pour les droits des Algériens, un symbole de résistance face aux injustices, celui de Rafil Bouhklichi. Avant de vous parler d'un espace dédié à recueillir des témoignages de celles et ceux qui ont contribué à l'indépendance du pays. Célébration de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe ce 17 octobre. Une de nos équipes s'est rendue à l'hôpital de Bni Messous au service de néphrologie à la rencontre de patients atteints d'insuffisance rénale. Le point dans quelques instants. Et puis nous terminerons avec l'ouverture officielle hier soir à l'Opéra d'Alger des Journées créatives africaines CAMEX 2024 en présence de ministres et d'importantes délégations des 4 coins du continent. Une dimension africaine envisagée comme un moteur de croissance économique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a observé une minute de silence et s'est recueilli à la mémoire des martyrs des événements du 17 octobre 1961 au siège de la présidence de la République. Étaient présents lors de ce recueillement de hauts responsables et conseillers à la présidence de la République. Journée nationale de l'immigration ce 17 octobre donc, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé l'attachement constant de l'État à défendre les enfants de la communauté nationale à l'étranger, ainsi que leurs droits, à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national. Dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de la Journée nationale de l'immigration, qui marque le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République a déclaré s'incliner avec piété et déférence à la mémoire des victimes de ce sinistre jour et salue les enfants de l'Algérie, hommes et femmes à l'étranger. Le président de la République a renouvelé à cette occasion la dynamique de transition de l'Algérie vers l'avenir, avec une nouvelle vision confiante en les capacités du pays et en ses compétences et la prise de conscience de ces jeunes et de son peuple des défis, convaincus de gagner les paris et de réaliser les rêves de nos valeureux chouhada dans une Algérie altière, l'Algérie du nationalisme et de la dignité, est attachée aux principes du droit et d'équité en ce qui concerne le dossier de la mémoire que certains cercles extrémistes tentent de falsifier ou de reléguer au tiroir de l'oubli au moment où la question de la mémoire a besoin d'un nouveau souffle de courage et d'intégrité pour se débarrasser du complexe du passé colonial et se tourner vers un avenir où il n'y a pas de place pour les semeurs de haine, parmi ceux qui restent prisonniers d'une pensée coloniale obsolète. Abdelmadjid Tebboune a ajouté que la célébration du 73e anniversaire de la Journée nationale de l'immigration ce 17 octobre vient en commémoration des luttes de notre communauté à l'étranger qui exprime le ralliement des Algériennes et des Algériens résidant en France à l'époque à la glorieuse révolution de libération, soulignant que cet anniversaire demeure profondément gravé dans nos esprits de par la forte symbolique qu'il revêt, illustrant l'unité et l'attachement du peuple à la réalisation des objectifs tracés dans l'éternelle déclaration du 1er novembre. Revenons sur la visite officielle du président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, hier en Algérie. Une visite durant laquelle il s'est entretenu avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Yasmine Aswati. La visite officielle du président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, à Alger, témoigne des relations solides et profondes qui unissent l'Algérie et la Libye.
Des relations qui sont à même d'être développées et approfondies afin de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel au président du Conseil présidentiel libyen au siège de la présidence de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, le président du Conseil présidentiel libyen a passé en revue des détachements de différentes forces de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs avant de poser pour une photo souvenir avec le président de la République devant la presse nationale et étrangère. Par la suite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi. Les entretiens ont été élargis aux délégations des deux pays. لنا اليوم شرف استقبال فخامة الرئيس. كانت لقاء تاع مشاورات أخوية. طرقنا الوضع الحالي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر. أعتقد أن خلاصة المحادثات تاعنا هو أن اتفقنا على كل شيء. ما فيش ولو سحابة صيف بيننا وبين الأشقاء الليبيين. الحل في ليبيا ما يكون إلا بالانتخابات. لما الشعب الليبي ينطق، الشيء اللي ينطق به الشعب الليبي يفرضوا على الناس كل. احنا على وشك ربما باش نتلاقاو في ليبيا في إطار تشاور ثلاثي القريب إن شاء الله. نستنوا فخامة الرئيس يحدد لنا الموعد إن شاء الله. شكرا كريم لك. شكرا فخامة الرئيس. بأول شيء أنا أريد أن أقدم الشكر لفخامة الرئيس وأيضا لكل من قام بواجب الضيافة اليوم، وهذا ليس بغريب على هذا الشعب، شعب الجزائر المضياف. الشيء الثاني، نحن أيضا تواجدنا بعد تهنئتنا للعملية الانتخابية اللي حدثت في الجزائر والتي تعطي أمل لليبيا نجاح هذه العملية وهذه العرس الانتخابي اللي حدث في الجزائر وفي تونس، بأن ليبيا أيضا ربما ستكون هي القادمة في انتخابات رئاسية في أقرب فرصة. نحن شاكرين للدور المهم لفخامة الرئيس خلال الفترة الماضية في دعم وحدة واستقرار الدولة الليبية. الجزئية الثالثة والمهمة جدا، الدور المهم للجمهورية الجزائرية في المحافل الدولية وفي المنظمات الدولية وأيضا في كل المناسبات لدعم استقرار الملف الليبي في جوانبه السياسي والأمني اللي نحن لاحظناه، ولاحظنا أن هذا الدعم هو دعم خالص لاستقرار ليبيا وليس لأي أغراض أخرى. فشكرا مرة أخرى أخي فخامة الرئيس على حسن الاستقبال، ونتمنى التوفيق أيضا في الفترة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a remis au président du Conseil présidentiel libyen une invitation pour les festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. L'occasion de revenir ce midi sur ces massacres. Ce jour-là, des centaines d'Algériens ont été tués par la police française à Paris. Leur seule faute avait été de sortir manifester pacifiquement pour l'indépendance de leur pays. Évocation avec Emel Bech. Pour la première fois dans l'histoire des révolutions, un peuple a réussi à porter l'idéal révolutionnaire au cœur du territoire du colonisateur. En effet, des femmes et des hommes épris de valeurs de liberté et d'indépendance ont bravé l'interdiction du tristement célèbre Maurice Papon, préfet de la police de Paris. Le mot d'ordre de la Fédération FLN de France était de manifester pacifiquement et de ne pas répondre aux provocations de l'ennemi.
Une répression féroce et sanglante s'est abattue sur les manifestants algériens, dont une grande partie a été jetée dans le fleuve de la Seine. On comptera des centaines de morts et des milliers d'Algériens parqués dans des centres de rétention où ils vont subir violences, tortures, humiliations de la part d'une police fasciste au service de la colonisation. Malgré la chape de plomb et l'omerta des responsables français de l'époque, des photos et des films dénonciateurs du massacre du 17 octobre 1961 à Paris témoigneront de la sauvagerie et de la barbarie de la colonisation face au courage et à la dignité d'un grand peuple qui s'est entièrement sacrifié pour la liberté de l'Algérie. Le massacre du 17 octobre 1961 était au cœur d'une conférence tenue hier au Forum Al-Moudjahid organisé par l'association Mash'al al-Mashahid, un événement qui a souligné l'importance de ces commémorations pour préserver la mémoire nationale. Les temps forts de cette rencontre et les enjeux de la transmission de ce devoir de mémoire dans ce compte rendu de Naïm Al-Walish. Commémoration du 63e anniversaire du 17 octobre 61 lors d'une conférence organisée à la mémoire des victimes de ces événements sanglants. Comme l'a rappelé la conférencière, cette date historique correspond au massacre de centaines d'Algériens par la police du préfet Maurice Papon suite au boycott du couvre-feu uniquement imposé par la préfecture parisienne. Des journées comme aujourd'hui sont importantes pour la mémoire de l'Algérie. Surtout quand on parle d'un crime que nous n'avons jamais vu ailleurs, sauf dans un pays qui se dit le pays où la France, mère de toutes les libertés et pays des droits de l'homme. On massacre ouvertement les autorités françaises, l'État français, du président de la République jusqu'au dernier des policiers, étaient au courant et avaient reçu ordre d'un Papon de massacrer, de tuer, et il leur a assuré qu'il ne leur arrivera rien, donc une immunité totale. Le 7 octobre, c'est un exemple de mobilisation populaire. Enfin, c'est organisé, mais quand même, ça traduit quand même la maturité politique des ouvriers algériens qui étaient en France. Vous comprenez? Il y a eu un exemple ici, c'est le 11 décembre. D'une autre manière, je crois que c'est parmi les plus grandes manifestations des Algériens en France. Organisé par l'association Mash'al Shahid, ce rendez-vous historique fut une occasion d'interpeller les historiens pour se passer du récit narratif au profit du texte juridique dans l'écriture de l'histoire. Les recherches que je mène personnellement dans ma spécialité, c'est-à-dire le droit de l'histoire, me permet d'aller chercher tous les éléments juridiques qui concernent cette affaire, que ce soit par les témoignages écrits, que ce soit par les procès-verbaux, que ce soit par les auditions des avocats, que ce soit par les procès, que ce soit par les hôpitaux, les morgues, les expertises. Tout ça, c'est un tout. Mais il y a autre chose. Il y a les dossiers secrets que la France garde, surtout la police, la préfecture de police, et surtout le problème des brigades fluviales. On se doit de commémorer les crimes contre l'humanité qu'a commis le colonisateur français, notamment ceux perpétrés le 17 octobre, et bien sûr rendre hommage à tous les martyrs de notre révolution. Le colonialisme serait, selon la conférencière, une série de crimes contre l'humanité dont les auteurs ne doivent pas rester impunis. Le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 était célébré par des membres de la communauté établie en France. Une minute de silence a été observée. Une gerbe de fleurs a été déposée à la Pontoise, à la mémoire des martyrs de ces tragiques événements.
Et on vous propose à présent un portrait exclusif, celui de Rafir Di Mouhklichi, une figure emblématique de la lutte pour les droits des Algériens, un symbole de résistance face aux injustices. Son parcours exceptionnel, marqué par des actions militantes et un dévouement sans faille, inspire des générations entières à se battre pour un avenir meilleur. Son portrait avec Rav Hamouche. Pour que nul n'oublie qu'en ce jour, la France coloniale a torturé, tué, massacré des centaines d'Algériens parce qu'ils voulaient être libres et indépendants. Ces pages sombres, Mohamed Rafir Di Mouhklichi les a vécues. À 90 ans, il se souvient toujours de ces événements tragiques. Lui qui a conduit plusieurs opérations dans la région de Clichy à Paris. Ce moudjahid nous raconte l'engagement de ces Algériens qui, malgré la torture, sont restés déterminés pour arracher l'indépendance face à l'une des armées les plus puissantes du monde. Le 17, tout le monde est sorti, encore une marche pacifique. Pas de cris, pas de drapeau, rien du tout. Et encore dans les artères de l'opéra, les grands boulevards, les Champs-Élysées, enfin, allez-y là-bas, se tourner là-bas, etc. etc. Finalement, cette soirée-là, c'est une soirée quand même qui est connue. Alors donc maintenant, on disait, Paris se souviendra et la Seine témoignera. La Seine, elle était rouge de sang, comme en 17 octobre, c'est la dernière bataille de l'occupation française. Pour Mouhklichi, rappeler les faits historiques et apporter son témoignage des événements historiques relève du devoir de mémoire. Le 17 octobre, c'est une date qu'il faut marquer à nos enfants pour qu'ils puissent savoir, c'est la dernière date qui a été justement où la France, Lord de Gaulle, il a repris les négociations le 28 et le 29. Et à partir de là, négociation sur négociation. À chaque occasion historique, le moudjahid Mohamed Rafir revient avec émotion et une mémoire infaillible sur cette date qui a constitué la dernière étape d'un combat mené avec détermination et courage pour la libération de l'Algérie. L'histoire de la glorieuse révolution algérienne est bien connue du monde entier, notamment pour ce qui est des massacres du 17 octobre 1961. Une histoire qui se transmet de génération en génération. Les jeunes la portent dans leur cœur. On vous parle ce midi de Saïd Labidi, qui est journaliste et qui a lancé une page sur les réseaux sociaux pour recueillir des témoignages des émigrés qui ont pleinement contribué à l'indépendance du pays. Badé Amarni. Les tragiques événements sanglants du 17 octobre 1961 font partie des dates et des étapes marquantes de la glorieuse révolution de novembre. Une révolution et des événements que nul ne peut oublier. Ce jour-là, des centaines d'Algériens ont été sauvagement jetés à la Seine. Des crimes gravés à jamais dans la mémoire collective et compris chez les plus jeunes. Saïd Labidi, issu de l'immigration, n'oublie pas les sacrifices de ses aînés, y compris de son père, qui a, comme beaucoup de ses compatriotes à l'étranger, participé activement à l'indépendance de l'Algérie. Je sais que nos parents, les gens qui ont participé à la Révolution, aujourd'hui la plupart sont déjà partis ou sont en passe de l'être. Si jamais on a une histoire familiale, un témoignage dont il faut un témoignage dans sa famille, ne le gardez pas pour soi, mettez-le à contribution parce que personne ne le fera à notre place. Alors cette page, en fait, je l'ai faite suite au décès de mon père, qui était un militant de la Fédération de France du FLN. Et j'ai ressenti le besoin de rendre hommage à cette partie de la communauté algérienne établie à l'étranger. Car il faut savoir que toutes les familles algériennes qui étaient en France avant 1962 détiennent une parcelle de notre histoire. C'est pas un travail d'historien j'ai pas du tout cette prétention, c'est juste des parcelles d'histoire familiale, c'est juste un appel à témoins auprès des familles pour les inciter à mettre des photos. Alors souvent les histoires se ressemblent, hein. C'est mon père collectait les impôts, on a accueilli des gens qui faisaient des réunions et ça tourne autour de ça, quoi. À la suite du décès de son père, Saïd décide de reprendre le flambeau en lançant une page spéciale sur les réseaux sociaux. Zmigri est un appel à témoins pour connaître l'histoire de ceux qui ont contribué à l'indépendance de l'Algérie ou de leurs enfants. Un hommage à ceux qui ne sont plus parmi nous. Depuis son lancement, beaucoup de témoignages ont été recueillis sur la participation des émigrés à la révolution de novembre. Alors j'ai été agréablement surpris, ça répondait vraiment à une attente. J'ai pu recueillir des témoignages de très importants. J'ai par exemple retrouvé les traces des responsables du FLN dans la ville de Belfort, qui est ma ville natale dans l'est de la France. Et j'ai recueilli le témoignage de leurs enfants, des témoignages qui étaient souvent très poignants.
Et de fil en aiguille, la communauté s'est élargie à environ 2700 membres. À terme, si jamais la page était suffisamment alimentée, ça serait de faire un livre qui, à l'occasion de la Révolution. Et puis, mon souhait le plus cher serait que le musée de Markham Chahid consacre une section aux Algériens de France, parce que cette histoire fait partie de la grande histoire de l'Algérie. Chacun à sa façon, les Algériens portent dans leur cœur l'histoire de l'Algérie, contribuant ainsi à démontrer au monde entier la lutte et la résistance du peuple algérien pour arracher sa liberté. À l'initiative de l'Algérie, les pays arabes qui participaient aux travaux de la 149e session de l'Union interparlementaire à Genève ont boycotté l'allocution du représentant de l'entité sioniste. La délégation algérienne présente à la session s'est retirée de la salle après que le représentant de l'entité sioniste ait pris la parole. Il s'agissait en fait de montrer à quel point cette entité criminelle est isolée au sein de la communauté internationale. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier à la demande de l'Algérie. La politique de l'entité sioniste qui soumet les Palestiniens à Gaza à une mort lente à travers la famine et l'intensification des blocus et entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire a été une nouvelle fois dénoncée par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Écoutons-le. La crise humanitaire dans la partie nord de la bande de Gaza a atteint des niveaux catastrophiques. L'autorité d'occupation ne se contente pas seulement de bafouer le droit international, mais elle va à l'encontre de toutes les valeurs humaines. Affamer les civils et les priver des produits essentiels à leur survie et utiliser cela comme arme de guerre est interdit par le droit international. Il est temps aujourd'hui d'agir, car la vie des civils palestiniens est en jeu. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a interpellé hier depuis New York la légalité de la justice internationale au sujet de la décolonisation du Sahara occidental. S'adressant à la 4e commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, Ammar Benjama a plaidé haut et fort le droit du peuple sahraoui, dernière colonie de l'Afrique et le plus vaste territoire occupé au monde, figurant sur l'agenda de l'ONU depuis 1963 à l'autodétermination. On l'écoute. Le représentant du Maroc a évoqué à maintes reprises la charte de l'avenir, mais il a omis de soulever un point que nous avons abordé dans notre document, à savoir le droit à l'autodétermination ou encore le droit à la lutte contre l'oppression et la colonisation. Deux points qui touchent directement la question sahraoui. Permettez-moi de vous rappeler que le représentant du Maroc en 10 minutes, il n'a à aucun moment cité le Sahara occidental, alors que c'est le point essentiel du chapitre des travaux de cette commission. D'après le représentant, rien que le fait de citer le Sahara occidental est interdit. Débattre de la question du Sahara occidental et du droit des Sahraouis à l'autodétermination, nous devons avouer que le Maroc commet plusieurs violations des principaux droits du peuple sahraoui. Des violations qui ont été documentées par plusieurs organisations des droits de l'homme arabes et africaines. Des violations qui ont été mentionnées également par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport relatif à la question sahraoui. Par ailleurs, le Sahara occidental fait face à un embargo militaire, au point que depuis 9 ans, les experts onusiens des droits de l'homme ainsi que les militants des droits de l'homme n'ont pu accéder au Sahara occidental. Ils sont allés au Maroc sans pour autant avoir le droit d'aller au Sahara occidental. Nous sommes réunis ici pour rendre justice au peuple sahraoui. Tout ce que les Sahraouis demandent, c'est leur droit à choisir leur avenir. Et cela ne peut se faire qu'à travers le droit à l'autodétermination. Depuis Genève, le représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur Rachid Bledhen, a affirmé que conformément à ses engagements internationaux, l'Algérie continue de fournir l'aide nécessaire aux réfugiés, dont les Sahraouis se trouvant sur son territoire national. Rachid Bledhen s'est exprimé lors de la 75e session du Conseil exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a également abordé les catastrophes résultant des agressions des forces du colonisateur sioniste contre Gaza, la Cisjordanie ainsi que les violations de la souveraineté du Liban. On l'écoute. Conformément à ses engagements internationaux, mon pays continue à apporter l'assistance nécessaire aux réfugiés présents sur le territoire national.
C'est le cas pour les réfugiés sahraouis contraints de fuir leur terre en 1975, qui vivent dans des camps près de Tindouf. En plus de l'aide apportée par les agences humanitaires, le HCR en tête, l'Algérie accorde à ces déplacés, entre autres, des services de santé et d'éducation. Bien que ne faisant pas partie du mandat du HCR, les conséquences humanitaires désastreuses engendrées par l'agression de la force d'occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sont une source de préoccupation majeure pour son pays. Nous condamnons en des termes non équivoques les massacres perpétrés contre les civils et les travailleurs humanitaires et appelons la communauté internationale à user de tout son pouvoir pour obliger le colonisateur à rendre des comptes. Ce même agresseur poursuit malheureusement dans un total mépris des principes fondamentaux du droit international et du droit international humanitaire, ces exactions et ces violations en envahissant le territoire d'un pays souverain, en l'occurrence le Liban. Au Maroc, les manifestations sont de plus en plus fréquentes et intenses, témoignant d'un profond malaise social. Les Marocains, désespérés face à l'indifférence du Marzen, dénoncent une nouvelle fois la misère dans laquelle ils vivent. L'immolation d'un jeune Marocain récemment à Youssoufia marque un point de rupture dans cette crise et illustre une colère croissante. Ce geste dramatique a ravivé les tensions et intensifié la grogne populaire au Maroc. Rav Hamouch. Voilà les rares images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux qui témoignent du chaos qui règne actuellement au Maroc. Un incident sans précédent a eu lieu lors du passage de Mohamed VI, lorsqu'un jeune homme dénommé Monsef El Yaqoubi, 25 ans, originaire de Kenitra, a lancé un cocktail Molotov en direction du cortège officiel. Un acte qui incarne à lui tout seul le désespoir ressenti par la jeunesse marocaine qui vit dans une misère noire sans entrevoir le bout du tunnel. La population reste donc la seule et unique victime des problèmes socio-économiques dans lesquels le Marzen a embourbé le pays sur fond de crise de succession. Économie en berne, chômage massif, inflation galopante, corruption à tous les niveaux, institutions en déclin, système éducatif et de santé sinistré, injustice, autant de mots endémiques qui attisent la colère du peuple, lequel n'hésite pas à l'exprimer, faisant face à une répression féroce de la part des forces de l'ordre, mais sans pour autant perdre au courage. Mais le Marzen qui adopte la politique de l'autruche reste sourd aux revendications de sa population. Autre exemple d'une jeunesse désemparée, celui de Ayoub, âgé de 28 ans. Cet habitant de Youssoufia a décidé de se donner la mort par auto-immolation en signe de protestation contre la décision d'expulsion arbitraire de sa terre natale. Car aujourd'hui, 800 familles comme celle de Ayoub risquent d'être chassées de leur logement. Leur village tout entier a été attribué gracieusement à des colons sionistes venus s'y installer. Conséquence directe de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Les habitants de Youssoufia ont battu le pavé toute la nuit pour dénoncer cette énième injustice. Les cris de détresse n'ont évidemment pas pu faire sortir le Marzen qui a l'air d'avoir sombré dans son mutisme. Le 17 octobre marque également la célébration de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Notre journaliste Yanis Abdelkassem s'est rendu à l'hôpital de Beni Messos au service de néphrologie et est allé à la rencontre de patients atteints d'insuffisance rénale. Alors si certains ont retrouvé une nouvelle vie grâce à un don, d'autres restent en attente. En Algérie, le don d'organes repose surtout sur la solidarité de la famille, mais le don post-mortem, encore rare, pourrait sauver bien plus de vies. Reportage. À l'hôpital de Beni Messos, dans le service de néphrologie, des vies oscillent entre espoir et incertitude en attendant une greffe de rein. Dans la salle de consultation, nous rencontrons Sheima, une jeune fille de 17 ans qui est atteinte d'insuffisance rénale chronique. Les causes d'insuffisance rénale chronique terminale sont diverses. Les plus importantes dans le plan des populations, c'est l'hypertension et le diabète. Le diabète est un tueur silencieux donc, qui aboutit à l'insuffisance rénale terminale. À côté de ces maladies métaboliques, on a des maladies héréditaires, on a les maladies kystiques, la polykystose, et on a des malformations aussi, donc des voies urologiques. Et on la diagnostique au stade terminal. Une fois en terminal, la meilleure donc, option thérapeutique, c'est de les transplanter. Donc aujourd'hui, on va voir un patient transplanté récemment. On va aller
le voir. Pour Ali, la transplantation a été la délivrance après 7 ans de dialyse lorsque son épouse lui a généreusement offert un rein. C'était facile على كل حال ما نورمال جينا لو سيرفيس هنا بريغراف لقينا ليكيب الحمد لله سهلتنا بزاف لا بليبار تاع لي زاناليز نديروهم هنايا او نيفو دو لوبيتال سادير لي زاناليز لورد كيما الاشال كيما تاع ليمينيتي وكاع غران ديفيرونس بين لا دياليز ولا غريف لا غريف او كونترير لا فام تاعي الحمد لله شوفنا لا فام تاعي ربي يخليها لي على كل حال الحمد لله حسنه مقبوله ان شاء الله نوتر فيه. C'est le retour à la vie, tu vois. En Algérie, le don du vivant se fait dans un cercle familial. Donc, soit un don apparenté, c'est donc soit les ascendants, le père, la mère, les grands-parents, soit les enfants ou petits-enfants, les collatéraux, frères et sœurs et cousins. Et à partir de 2012, l'épouse, elle est autorisée à donner. L'insuffisance rénale ne touche pas seulement les adultes. Dans cette salle de dialyse, Hajar, 8 ans, est connectée à une machine de dialyse. Elle attend une greffe en raison d'une maladie rénale héréditaire. C'était une maladie kystique, héréditaire malheureusement, autosomique récessive. Et dans ce genre de cas, la patiente arrive très tôt en hémodialyse. Alors il faut savoir que malheureusement les patients hémodialysés sont obligés d'être branchés à la machine 3 fois par semaine. Chaque séance dure 4 heures. Donc ce n'est pas incompatible ni avec la vie ni avec une vie sociale. Par contre, pour améliorer le quotidien, on transplante ce genre de patientes. تمنيت من الوقت اللي قالت لي طبيبه تروح للزرع بوا تعطي لبنتك راني متمني ان شاء الله باذن الله الله ينجعل رب العالمين يفرحني باه نعطي لها هذا الكلوه تمشي قبالو ولو 5 دقائق. Comme on entend le témoignage du papa, il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Maintenant aussi, il y a une autre alternative, c'est le donneur à partir de mort encéphalique. Ça, il faut sensibiliser les gens par rapport à ça. En Algérie, le don d'organes repose principalement sur la solidarité familiale, mais le don post-mortem, bien que rare, pourrait sauver des centaines de vies et mérite d'être encouragé. Et puis nous terminons avec l'ouverture officielle hier soir à l'Opéra d'Alger des Journées créatives africaines Canex 2024 sous le slogan « Seul peuple uni dans la culture, créant pour le monde ». Une soirée en présence de ministres et d'importantes délégations des 4 coins du continent. Une dimension africaine envisagée comme un moteur de croissance économique. Couverture, c'est Adam Ayouf. L'Opéra d'Alger a vibré au rythme de sonorités africaines et des tableaux hauts en couleurs marquant l'ouverture officielle des Journées créatives africaines. Un rendez-vous annuel organisé en collaboration avec des organismes africains de grande envergure tels l'UA, la ZLECAf ainsi que l'Afrexim Bank. Je suis très reconnaissant au président de la République Abdelmadjid Tebboune pour avoir abrité cet événement culturel de taille qui vise à soutenir le développement des industries créatives et culturelles de l'Afrique et relever ainsi certains défis auxquels cette économie est confrontée en fournissant un accès au financement à travers l'accès aux nouvelles opportunités de marché. En somme, l'objectif est d'accroître la part de l'Afrique dans les flux commerciaux culturels mondiaux. L'État algérien n'a ménagé aucun effort depuis des décennies dans le renforcement de l'appartenance et du rapprochement africain dans l'intérêt de l'ensemble des causes inhérentes au continent à tous les niveaux politiques, économiques et culturels en se projetant dans un développement durable. Quel événement! Un événement exceptionnel. Vous imaginez Alger est la capitale de toute l'Afrique. Ça c'est beau. Notre Algérie, notre beau pays, qui a pu rassembler tout ce beau monde, qui sont venus dire ce qu'ils veulent. Plusieurs pays africains prennent part à cette manifestation, pur cocktail harmonieux africain, se voulant un héritage commun.
On est convaincu que le savoir et l'aspect intellectuel contribuent significativement au développement socio-économique des pays du continent. C'est ma première visite en Algérie. Je suis très ravie d'être ici et très émue par l'excellence de l'hospitalité des Algériens. Je suis très émue d'être en Algérie. L'organisation est parfaite. On a eu des échanges fructueux en matière d'art et de musique avec d'autres nations. Vraiment, je trouve que tout est merveilleux. Une ambiance extraordinaire, des spectacles de haut niveau. On a passé un agréable moment et on a ressenti vraiment notre appartenance au continent africain. Des industries culturelles et créatives africaines, première édition du genre en Algérie, demeure une invitation pour la création et le talent africain en matière d'art et de culture afin de partager des expériences et explorer des opportunités de collaboration et de coopération mutuelle. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi tout de suite les nouvelles du ciel. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Excellent après-midi à vous.